Bonjour à tous, bienvenue dans Parlement Hebdo, 45 minutes pour faire ensemble le tour de l'actualité politique. Bonjour Mickaël. Bonjour Marion. Serge Dassault conserve son immunité parlementaire. Le bureau du Sénat a rejeté mercredi la demande de levée d'immunité du sénateur dans le cadre de l'enquête sur des achats présumés de vote à Corbeil-Essonnes. 13 sénateurs s'y sont opposés, dont certainement un socialiste, tollé au Sénat. Le pacte de responsabilité, c'était la promesse de François Hollande aux entreprises lors de ses vœux du 31 décembre. Tournant social-libéral ou continuité de sa politique, la baisse des charges annoncée a agité en tout cas les couloirs du Parlement. Enfin, le plus de l'hebdo, ministre ou rien, c'est le titre d'un documentaire diffusé la semaine prochaine. 24 ministres ont livré leur vision du métier. Comment fait-on l'apprentissage du poste? Quelles sont les relations entre ministres ou encore comment vivent-ils les arbitrages budgétaires? À découvrir à la fin de l'émission. Évidemment, toute cette actualité, on va la développer avec vous. Nicole Bricq, bonjour. Bonjour. Ministre en charge des relations et du commerce extérieur. On va développer ensemble toute l'actualité de la semaine et je voudrais que l'on commence par ce début de semaine qui était marqué par des unes de presse qui ont fait couler beaucoup d'encre. Je vais commencer par, non pas la une de Closer, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais du magazine américain Newsweek. Vous avez peut-être vu cette une avec The Fall of France, qu'on peut traduire par l'effondrement de la France, comparaison de la France de François Hollande à celle de Louis XIV, en cause une forme d'état nounou, une forme de caricature, une forme de French bashing. Vous qui voyagez à travers le monde, vous le ressentez, ce Non. French bashing? Non, parce que partout où je vais dans le monde, la France est ressentie comme une terre d'innovation. Et les Américains ne s'y trompent pas. Quand je regarde les chiffres, nous sommes le premier pays en Europe à accueillir des investisseurs américains. Ça représente 450 000 emplois, 4 200 entreprises américaines implantées sur notre sol. Donc, ça veut dire que quand même, on a une capacité d'attraction. Alors, c'est vrai que c'est une forme de caricature de la part de la journaliste de Newsweek, mais elle en dit peut-être aussi assez long sur cet état nounou, comme elle l'appelle, l'état où finalement tout est dû aux Français. L'État, c'est important dans un pays. Ça lui donne quand même des capacités d'agir, mais il faut qu'il soit agile, réactif et rapide. C'est le sens qu'a voulu donner dans son message au corps constitué le message du président de la République. Il y a une suite à cet article. Le journaliste parle des élites qui fuient la France, du manque d'entrepreneurs en France. Comment vous réagissez ? Nous n'avons pas assez d'entreprises, c'est vrai, je le constate, et pas assez d'entreprises exportatrices. Mais nous avons des entrepreneurs qui se battent au-delà de nos frontières. Et cette affaire d'exil, écoutez, moi j'étais à la Commission des finances, à l'Assemblée nationale, au Sénat, et à chaque fois, nous avions, quand notamment nous étions dans l'opposition, nous avions... cette ritournelle. On n'a jamais pu démontrer qu'il y avait une fuite vers l'étranger. Jamais ça n'a pu être démontré avec des chiffres sérieux. Alors on arrête. Alors, autre article justement cette semaine, celui du Financial Times, qui consacrait mardi donc en une un article sur la prise d'otage des deux dirigeants de Goodyear, le retour du boss napping, je cite, qui a infesté le pays pendant la crise financière de 2009, une action du syndicat radical, la CGT, qui traduit la dégradation des relations entre les salariés et la direction. Est-ce que vous trouvez que cette analyse du Financial Times est juste? L'image n'est pas bonne, c'est clair, mais elle n'est pas bonne pour la France et pour les Français. Je pense que le gouvernement très tôt a condamné cette prise d'otage et j'ai vu qu'y compris le leader de la CGT, M. Le Paon, avait pris ses distances avec ces méthodes. Et Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement productif, a appelé à la raison et au retour. On a là une personnalité syndicale forte, mais qui est dans le mauvais chemin. Et je crois qu'effectivement, ce n'est pas bon pour l'image de la France, parce qu'elle ne correspond pas à la réalité. Il faut mettre en avant que nous avons réalisé sous l'égide de Michel Sapin 2 accords fondamentaux. À la fois sur la flexibilité du travail et en même temps l'accord sur la formation professionnelle. C'est ça que je mets en avant. Le dialogue social, ça peut exister en France. On a un problème avec les syndicats en France ou pas? Non, je crois que le syndicalisme mériterait d'être plus fort.
Il n'y a pas assez de syndiqués, on le sait, on a des syndicats éparpillés. Et je crois que la réforme que va présenter Michel Sapin sur la représentativité va aider finalement à ce que les syndicats soient plus forts. Mais est-ce qu'il ne faut pas se tourner vers un syndicalisme à l'anglo-saxonne? Mais on a une tradition en France, on est français. Et donc, on ne va pas copier les autres. On a une histoire aussi. Il ne faut jamais gommer l'histoire des peuples qui fait que nous avons ce syndicalisme-là. Il faut le prendre en compte et il faut appuyer les efforts que font les dirigeants syndicaux pour justement participer aux négociations et apporter ce qu'ils ont à apporter. Je crois que la démocratie sociale fait partie de la démocratie tout court. Nicole Bricq, autre une de presse qui d'une certaine façon touche à l'image de la France, c'est le magazine People Closer qui a la une. Et sur cette page annonce une liaison présumée entre le président et une actrice, Julie Gaillet. Le président s'est exprimé à titre personnel, il déplore cette atteinte à la vie privée, se réserve les droits d'action judiciaire. Au-delà de tout ça, est-ce que c'est pas la fonction du président qui est désacralisée? Le président s'est exprimé, moi je n'ai pas de commentaire à faire, c'est la vie privée, ça ne me regarde pas. Le président est-il un citoyen comme un autre? Est-ce qu'on peut... Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Il reçoit l'onction populaire au travers du suffrage universel direct. Finalement, c'est ce que sous-entend Closer. Qu'est-ce que l'on demande au président dans la crise actuelle? On lui demande de tout faire pour que la France s'en sorte et que pour les Français aient plus d'emplois et de bons emplois. C'est ce qui se fait. C'est ça qui m'intéresse. Dans le contexte, c'est quand même une très mauvaise nouvelle pour le président de la République. Je ne fais pas de commentaires. Pas de commentaires. Est-ce qu'il devrait porter plainte? Dernière question. C'est à lui ça, il s'est exprimé. Moi, je n'ai rien à ajouter à ce qu'il a dit. Alors, si vous le voulez bien, on va revenir à l'actualité présidentielle officielle cette fois. Lundi, François Hollande faisait ses vœux au corps constitué et il s'est interrogé sur les lourdeurs de l'État. Écoutez-le. L'État lui-même est jugé trop lourd, trop lent, trop cher. Et il est vrai que son organisation apparaît de plus en plus mystérieuse, avec ses agences, ses opérateurs, ses autorités, avec la question qui est posée, mais où se prend donc la décision? Il est également exact que l'enchevêtrement des compétences avec les collectivités locales paraît de plus en plus indéchiffrable. Aussi, nous devons répondre aux questions que nos concitoyens se posent. Qui fait quoi dans notre pays? Qui est responsable de quoi? Et qui paye en dernier ressort? Et convenons que les réponses ne sont pas toujours apportées de façon claire. Alors Nicole Bricq, l'État est-il trop lent, trop lourd, trop cher, comme le dit le président? On a besoin d'un État agile, réactif et rapide. Et je crois que le président vise juste. On peut le faire au travers justement des mesures de simplification qu'il a demandées très tôt, ce choc de simplification et auquel on s'emploie. Et on peut le faire aussi par rapport à sa productivité, à sa compétitivité. Mais un État, c'est important. Moi, je le constate parce que dans les relations économiques extérieures, c'est vrai que nous sommes vus aussi comme un pays avec lequel on peut parler d'autorité à autorité. Et que moi, ça me permet de passer au-delà de l'ère précédente, qui était quand même très composée d'officines, de ministres qui n'étaient pas qualifiés pour parler. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup. Écoutez, il y avait beaucoup d'officines. Moi, je sais que M. Guéant avait une chasse gardée. Il était ministre de l'Intérieur. Il était à l'Élysée. Il n'est pas diplomate. Il n'est pas économique, mais il avait des chasses gardées dans certains pays. Donc, je trouve que c'était pas forcément la bonne méthode. Et on a besoin d'un dialogue d'État à État. Mais en même temps, l'État a des faiblesses et il doit les corriger. Nicole Bricq, quand on entend trop lourd, on dit alléger. Est-ce que ça veut dire qu'il faut alléger aussi du côté des fonctionnaires? Est-ce qu'il faut dégraisser le mammouth des fonctionnaires? Vous vous rappelez ce qu'avait dit Claude Allègre? On a arrêté la RGPP. Le Premier ministre a un chantier qui s'appelle la modernisation de l'action publique et qui procède rationnellement. On évalue et on agit. Donc, en fonction de l'évaluation,
on agit pour rendre justement cet État Est-ce que plus vous estimez qu'il y a trop de souple. fonctionnaires? Ah non, certainement pas. Attendez, moi, encore cette année, Vous en avez besoin. on en a besoin. Quand je vois certains postes extérieurs dont je suis responsable, qui sont sous ma tutelle dans certains pays, je me dis, mais il faut faire mieux avec ce que l'on a. Mais c'est une force. Mais l'État trop lent, trop cher, c'était aussi un discours du précédent gouvernement, du précédent président de droite. Mais le travail du président de la République, c'est d'envoyer des messages pour que tout le monde s'y mette. Et l'État a sa part. Moi, je le vois dans mon action. Il faut être actif, je l'ai dit. Ça veut dire qu'il faut se redéployer rapidement là où il y a la croissance, là où il y a des marchés pour les entreprises françaises. C'est ce que nous faisons quand nous ouvrons un poste au Kenya. Quand nous allons sur des marchés qui ne sont pas habituels, quand nous ouvrons un poste en Birmanie, quand l'opérateur commercial UbiFrance se déploie aussi dans la rapidité en enlevant dans des pays plus matures pour aller vers des pays émergents ou pré-émergents, ça, c'est un État souple, rapide et réactif. Souple, rapide, réactif, ça passe aussi peut-être par des décrets, des ordonnances. En tout cas, c'est ce que veut le président de la République, peut-être au détriment du Parlement. Explication Camélia Campuzano. Place aux ordonnances pour accélérer le tempo. Une manière pour le gouvernement de légiférer sans passer par le processus parlementaire. La nouvelle ne réjouit personne au Sénat, mais la majorité se montre compréhensive. Je pense qu'il y a un contexte d'urgence parce qu'il y a des attentes de nos concitoyens sur un certain nombre de mesures, notamment sur la fiscalité. Il y a une nécessité d'aller vite, probablement, sur l'emploi. C'est un bon compromis, tout dépend du sujet. Un compromis imposé aussi par les 5 semaines de pause parlementaire prévues pour les élections municipales. Une justification peu crédible pour l'opposition. On nous piétine chaque jour un petit peu plus et cette déclaration n'en est qu'une preuve supplémentaire. Mais c'est un problème qui est interne à la majorité présidentielle, leur incapacité effectivement à s'entendre avec la partie la plus à gauche de la majorité présidentielle. Et je trouve que c'est dommage que ce soit la démocratie française qui en fasse les frais. Pour un gouvernement qui a beaucoup de choses à faire sur la réforme, on est presque à la moitié du rythme du président précédent. Je l'explique par manifestement une grande inexpérience dans la pratique du pouvoir et les illusions s'estompent. Les parlementaires n'auront pourtant pas le temps de souffler. D'ici aux élections municipales, le calendrier est bien chargé. À l'ordre du jour du Sénat, la liberté des maires concernant les rythmes scolaires ou encore le vote par Internet aux élections européennes pour les Français à l'étranger. Mais priorité à certains projets de loi comme le cumul des mandats, la formation professionnelle et l'accès au logement. Le gouvernement espère faire passer 9 textes avant les prochaines élections. Un marathon législatif ambitieux. Alors, en tant que ministre, on imagine que passer par des ordonnances, eh bien, ça vous facilite un petit peu la vie. Mais vous qui avez été une parlementaire assidue, est-ce que vous trouvez ça normal? Vous avez entendu Chantal Jouanneau, on nous piétine. Oui, ça, là quand même, je ne voudrais pas être méchante, mais qui a limité le temps de parole des parlementaires à l'Assemblée nationale, c'est quand même une majorité de droite. Bon, on pourrait reprendre. Moi, j'avais beaucoup rouspété quand Madame Kosciusko-Morizet avait voulu subrepticement réformer le code minier sans passer par la loi, mais par ordonnance, sans même que l'ordonnance soit habilitée. C'est peut-être vous qui allez passer par ordonnance. Ce que je veux dire, c'est un outil. Moi, j'ai toujours reconnu, vous pouvez reprendre mes déclarations, j'ai toujours reconnu que c'était un outil au service de l'exécutif. C'est la Ve République, c'est la Constitution. Mais je pense que les parlementaires ont les moyens d'intervenir par l'habilitation, justement. Il nous est arrivé, quand j'étais parlementaire au Sénat, d'encadrer des ordonnances en disant ce que le Parlement souhaitait. Et c'est vrai que dans la majorité, on peut aussi travailler en confiance avec l'exécutif, de Parlement, d'exécutif à législatif. Mais c'est vrai qu'on est dans une période exceptionnelle. Si l'année 2014 est une année charnière, et regardez par exemple la formation professionnelle, c'est un accord très important qui a été négocié. Et ce qui est important, c'est que ça aille relativement vite, même très vite. Donc il faut que ce texte...
Non, mais il faut que ce texte soit voté avant la fin du mois de février pour pouvoir après se décliner. Regardez le texte sur l'accord interprofessionnel sur la flexi-sécurité. Le temps après que ça pénètre dans les entreprises, parce que derrière cet accord et cette loi doit être déclinée dans les entreprises Justement, par négociation. Claude Bartolone, le président de l'Assemblée, a dit restreindre, d'accord, mais il faut surtout en finir avec les lois bavardes. Est-ce que c'est pas là le nœud du problème? C'est ce que vous disiez à l'instant. Trop long, mal Trop long. ficelé. C'est sûr Ouais. que on a parlé, mais ça aussi c'est la responsabilité des parlementaires et de l'opposition notamment. Regardez, franchement, le mariage pour tous qui a occupé l'espace parlementaire parce que l'opposition faisait du retardement. Donc il faut aussi être responsable. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins? Donc, vous avez la responsabilité des deux côtés, de l'exécutif et du parlementaire. Oui. Alors Nicole Bricq, la semaine politique a été marquée par l'affaire Dieudonné. Le gouvernement s'en est saisi jusqu'au président de la République. C'était mardi. On l'a dit, le cas Dieudonné a alimenté toute la semaine politique. Déclaration du ministre de l'Intérieur, envoi de la circulaire au préfet, demande de fermeté du gouvernement. Et mardi, les premières interdictions du spectacle sont tombées, puis les recours en justice. Finalement, le Conseil d'État a tranché. Dieudonné n'a pas pu se produire à Nantes. Un sujet de Thomas Soulier. 14h30, tribunal administratif de Nantes. Après 4 heures d'attente, la fin du suspense. Mesdames et messieurs, j'ai le très grand plaisir de vous annoncer que par décision rendue aujourd'hui par monsieur le président du tribunal administratif de Nantes, le spectacle de Dieudonné va se tenir ce soir. C'est donc un échec pour le préfet, c'est un échec pour le ministre qui a voulu interdire l'artiste dans ce qu'il a appelé ses meetings, qui ne sont jamais que des spectacles. Aujourd'hui, c'est la consécration de la liberté d'expression. Manuel Valls a perdu sa première bataille juridique face à Dieudonné. Malgré la circulaire envoyée au préfet, le spectacle aura lieu. D'urgence, le ministre de l'Intérieur saisit le Conseil d'État. Côté politique, les réactions se multiplient. L'opposition remet en cause la gestion du dossier par le ministre. Mais c'est une erreur grave qui met en cause la crédibilité de l'État, l'autorité de l'État. Et en tant que citoyen, je suis choqué parce que le méchant est en train de gagner et que le gouvernement s'est trompé. Donc c'est quand même cher payé cet après-midi. En vérité, M. Valls est le carburant de Dieudonné. C'est absurde. Enfin, moi je condamne les paroles racistes, antisémites, comme de tout le monde. Mais pourquoi en avoir fait ainsi un objectif politique? C'est une instrumentalisation malheureuse et qui est contre-productive. 17h30, Manuel Valls contre-attaque. En déplacement en Bretagne, le ministre de l'Intérieur répond aux accusations. Sans attendre la décision du Conseil d'État, il assume ses décisions. Face à cette créativité de la haine, fallait-il ne rien faire? Certainement pas. D'ores et déjà, nous avons gagné le combat politique de la mobilisation et du sursaut. 19h, coup de théâtre, le Conseil d'État rend sa décision 2 heures avant le début du spectacle à Nantes. La représentation est annulée. Mais désormais, les tribunaux administratifs vont-ils suivre la décision du Conseil d'État? En clair, Dieudonné pourra-t-il jouer dans d'autres villes? Le feuilleton ne fait que commencer. Nicole Bricq, la méthode Valls, c'était-elle la bonne? On ne s'amuse pas avec l'antisémitisme. Et s'il faut s'étonner, c'est que l'on n'ait pas agi plus tôt. Parce qu'il y a des moments où il faut dire stop. Et je considère que le ministre de l'Intérieur est garant de l'ordre public, est garant du respect des lois, peut-être plus que d'autres ministres, et il a occupé la fonction. Est-ce qu'il n'a pas pris trop de risques? Mais là, il fallait agir. Il a agi en conformité avec la loi et maintenant, il y a une jurisprudence. Vous pensez que cette décision va faire jurisprudence? Du Conseil d'État. En tout cas, il y a un acte de jurisprudence qui est quand même dans la hiérarchie des normes administratives. Maintenant, c'est en feuilleton quotidien. Tous les jours, il y aurait une décision de justice, une contre-décision. Je pense que non. Et surtout, on a adobé la circulaire de Manuel Valls, enfin la circulaire du gouvernement. Elle donne un cadre.
aux autorités locales pour agir, que ce soit les préfets ou les maires. Il faut aussi que tout le monde prenne ses responsabilités dans l'affaire. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas aussi que la justice prenne ses responsabilités? Dieudonné a été condamné à plusieurs reprises, il a organisé son insolvabilité. Oui, mais ça, moi, je ne connais pas le détail de tout ça. Hein. Ça m'intéresse modérément, hein, je dois dire. Hein. Moi, je retiens que, d'une certaine manière, et d'une manière forte en tout cas, on a dit stop. À l'antisémitisme qui est diffusé de manière ignoble. Vous n'avez pas peur que ça devienne un symbole, que ça revienne comme un boomerang, cette affaire Dieudonné? J'ai entendu qu'il avait hier soir dit à ses partisans, parce que c'est quand même ça, hein, c'est des partisans, ceux qui étaient rassemblés, de rentrer chez eux. Bon, voilà. Donc il a fait un appel au calme. Alors, lors de ces vœux, on va passer sur un autre sujet. François Hollande a annoncé un pacte de responsabilité aux entreprises, une forme de donnant-donnant, qu'il détaillera la semaine prochaine lors de sa conférence de presse. Reste que cette annonce, on a surpris plus d'un à l'Assemblée nationale. Reportage François Goulin. Première séance de questions au gouvernement depuis les vœux de François Hollande. Et sa promesse d'alléger les charges des entreprises, l'opposition n'y croit pas. Et le président de la République a voulu nous faire croire à un changement de cap avec son pacte de responsabilité. Nous sommes le premier gouvernement depuis très longtemps qui justement diminue les charges et la fiscalité sur les entreprises de façon significative. Dans le budget pour 2014, c'est 10 milliards d'allègements nets de charges sur les entreprises dans le cadre de la montée en puissance de crédit d'impôt compétitivité emploi. Donc lorsque vous dites que les charges qui pèsent sur les entreprises augmentent, c'est totalement faux. Nous allons poursuivre cette stratégie. Le gouvernement tient bon. Voilà une réforme innovante que la droite elle-même n'a pas eu le cran d'appliquer. Et l'objectif est toujours le même, la lutte contre le chômage. Il n'y a pas de tournant dans la politique qui est menée par le président de la République et le gouvernement depuis 18 mois. Nous menons depuis le premier jour la même politique pour le redressement du pays avec une obsession permanente, c'est l'obsession de l'emploi. L'emploi et toujours l'emploi. Réduire les charges, chiche, rétorque l'UMP, un peu pris au dépourvu par les vœux présidentiels. Si le socialisme français évolue vers le marché, tant mieux, tant mieux. Qu'on n'ait plus de débat philosophique sur le coût du travail en France, sur la compétitivité. Déconcerter la droite, certes, mais au risque de fâcher les communistes. Et le président de la République tombe dans cette marmite qui consiste à dire qu'il y a un seul ingrédient, c'est celui des charges pour les entreprises, mais il oublie quand même quelque chose d'essentiel, c'est le coût du capital. Dans une semaine, François Hollande a promis de détailler le fameux pacte lors d'une conférence de presse. Nicole Bricq, vous avez déclaré qu'il n'y a pas de changement de cap, pas de tournant de la part du président. Et pourtant, si on écoute bien ici la gauche de la gauche, en tout cas les communistes, on est très très loin du candidat Hollande de 2012. Mon ennemi, c'est la finance. Mais je souris parce que franchement, à regarder les images de l'opposition, et encore, vous n'avez pas montré la conférence de presse de celui qui se prétend... on pourrait vous la mettre, si vous voulez. Le chef potentiel de l'opposition, je crois qu'elle s'est complètement emberlificotée dans son histoire de tournant qui n'avait pas tourné tout en tournant. Donc ça me fait sourire. Maintenant, plus sérieusement, le président de la République a confirmé ce qui était engagé depuis 2012, notamment depuis l'automne 2012. Il y a eu le rapport Gallois, toujours la même méthode, on évalue et on agit. Et tout de suite dans la foulée, il y a eu le pacte de compétitivité le 6 novembre, où chacun, et notamment en ce qui concerne les ministres économiques, nous avons reçu notre paquet d'engagements à prendre. Et j'ai reçu le mien, tant sur l'attractivité que sur la compétitivité à l'export. Donc on est dans la ligne de ce qui a été engagé tôt, en 2012, et qui s'applique. Alors en 2013, on a eu une année terrible. Hein, mais il fallait que toutes ces mesures entrent en application. 2014, au moment où s'amorce une reprise, notamment en Europe et dans la zone euro, il faut être capable de monter dans le train et il faut monter en tête.
J'ai bien retenu ce qu'a dit le président de la République dans ses vœux aux cours constitués. Dans la mondialisation, la France doit toujours être en tête. L'opposition a dit chiche, donc vous leur répondez, tout cela se fera bien en 2014 ? Ah oui, il y a des engagements qui ont été pris à la fin de l'année dernière auprès des entreprises sur les assises de la fiscalité. Il y a aussi des allègements de charges qui ont été engagés au travers du CICE. Il va produire ses effets en 2014. Et en même temps, il y a certainement à regarder des politiques, parce que tout ça se fait sur le fond important du désendettement. Quand on arrive à 95% de dette, ça veut dire que c'est un handicap pour la croissance et il faut réduire nos déficits. Donc il faut le faire dans ce cadre-là. Et quand on vous accuse de mener la politique du MEDEF ? Moi, je ne reçois pas cet argument, pas du tout. Je m'y oppose complètement parce que j'emmène dans mes voyages des entrepreneurs. Chaque fois que je me déplace, j'ai une vingtaine d'entrepreneurs, plus tous ceux que je rencontre qui sont, eux, sur le terrain extérieur. Et je vois des entrepreneurs qui se battent tous les jours. Et je vois aussi que nous avons des marges pour nos entreprises beaucoup trop faibles. Donc, ils ne peuvent pas investir. Ils ne peuvent pas se déployer et il faut absolument. Alors maintenant, le pacte de responsabilité, c'est qu'est-ce que vous faites avec ce que l'État fait. L'État a pris sa part. Il a mis en branle des mesures fortes et importantes. Il a lui-même beaucoup déployé des contrats, des emplois aidés. Maintenant, qu'est-ce que les entreprises font? Comment transforment-elles ces mesures en emploi et en investissement? Parce que moi, je sais que si une entreprise n'investit pas, elle se prive d'aller sur les marchés extérieurs car elle n'innove pas. On va parler du Sénat, Nicole Briquet, de mercredi avec le cas Dassault qui a semé le trouble. « 13 voix contre 12 et une abstention. Le vote a été serré et pourtant le bureau du Sénat a rejeté pour la deuxième fois la demande de levée d'immunité de Serge Dassault dans une enquête faite dans le cadre d'un achat présumé de vote à Corbeil-Essonnes. Les explications de Camilia Campuzano et de Fabrice Cunet. Tout le Sénat ne parle aujourd'hui que de cela, la non-levée de l'immunité parlementaire de Serge Dassault. Alors que tous les élus de gauche s'interrogent en vain pour savoir qui sont les deux voix manquantes dans leur camp, tous se rangent derrière la proposition de Jean-Pierre Bel et accusent le coup. Il y a cette défection à gauche que je déplore, qui est vraiment en dessous de tout, mais je pense que Jean-Pierre Bel a raison de proposer aujourd'hui que sur cette question, eh bien, chacun assume ses responsabilités. Quand on est élu au bureau, on est un élu et on assume ses prises de position. Les écologistes veulent même aller plus loin, à l'image de leurs représentants au bureau du Sénat, qui affirment avoir voté en faveur de la levée d'immunité hier. Le bureau doit avoir des règles qui est la même et qui ne doivent pas dépendre effectivement de l'appartenance politique. Et la règle, ça doit être immunité parlementaire pour garantir l'expression. La libre expression des parlementaires, oui, mais l'immunité parlementaire ne doit pas exister pour des délits de droit commun. Un vote public, une règle systématique, pas question pour la droite qui défend le secret du vote, car le président du Sénat ou encore les présidents des commissions sont eux aussi élus à bulletin secret. En clair, c'est toutes les règles ou rien qu'il faudrait changer. Il est exact qu'à l'unanimité du bureau, nous avons retenu cette procédure parce que le vote personnel est un principe. Et nous avons considéré que c'était un vote de conscience et non un vote de discipline politicienne. J'appelle donc à la conscience. La majorité du bureau du Sénat, c'est sa conscience qu'elle doit examiner et rien d'autre. Jean-Pierre Bel veut faire modifier le règlement à la prochaine réunion du bureau. Les juges pourront, eux, demander une troisième fois la levée d'immunité du sénateur de l'Essonne. Si la règle a changé, les prochains votes des 26 représentants au bureau pourront être dévoilés. Alors vous qui avez été sénatrice pendant assez longtemps, est-ce que vous estimez que l'image du Sénat est entachée ? Je trouve que ça fait pas, dans le tableau, c'est pas terrible quand même, il faut bien le dire. Ça tombe mal pour le Sénat qui a du mal à trouver sa place. Surtout en ce moment, c'est compliqué. Donc c'est compliqué. Le problème de ne pas avoir de majorité ferme est un handicap, surtout dans la période. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que, sans faire de commentaires, je crois que Jean-Pierre Bel a raison, il faut revenir à l'essentiel, peut-être dans le règlement intérieur, peut-être, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de revenir à la source,
qu'est-ce que ça veut dire l'immunité parlementaire? Ce n'est certainement pas avoir un traitement privilégié, mais c'est aussi garantir l'indépendance du parlementaire. Et je crois qu'il ne faut pas, j'ai entendu qu'on pourrait supprimer l'indemnité, qui est quand même l'immunité parlementaire, qui est quand même constitutionnelle. Je pense qu'il faut raison garder et il faut se poser la question, qu'est-ce que l'immunité parlementaire dans le monde contemporain? Donc selon vous, il faudrait garder cette immunité parlementaire? Moi, si on me demandait mon avis, mais ça je respecte complètement le Parlement, c'est à eux de voir ce qu'il faut faire, sénateurs comme du reste députés. Bien sûr. Il ne faut pas que les gens aient le sentiment que c'est une protection dont eux ne disposent pas. Ça, je comprends très bien, mais en même temps, il faut voir que le parlementaire doit quelque part être aussi protégé dans son indépendance d'esprit. Il ne peut pas être sous la suspicion permanente. Donc c'est pas facile, mais je crois qu'il faut vraiment revenir à qu'est-ce que cette immunité parlementaire et s'interroger sur sa contemporanéité. Mais justement, ce vote a fait monter une montée d'antiparlementarisme hier. Vous la comprenez? Et puis, je crois qu'aussi que quand on fait le parti du bureau d'une assemblée, il faut savoir qu'on peut être confronté à ce type de problème. Et peut-être que effectivement, là, c'est là où la proposition du président Bell de revoir le règlement intérieur du Sénat est utile parce que c'est vrai que c'est une responsabilité. En un mot, ça vous surprend cette montée d'antiparlementarisme, même parmi certains hommes politiques? C'est pas une montée parce que quand vous aviez dans le temps, il y avait un grand hebdo qui faisait tous les ans un classement des élus. Et les parlementaires étaient toujours les plus mal cotés par l'opinion, et les derniers, c'était les sénateurs. Le premier dans l'opinion, c'était les maires, qui étaient toujours en tête, parce qu'il y a l'atout de la proximité. Donc je pense que ce n'est pas nouveau, il y a toujours eu ce fond, et effectivement, ça vient mal, mais je pense qu'il faut aussi penser que beaucoup de gens se battent pour avoir des parlements libres et que ça fait partie quand même de l'histoire de France d'avoir un parlement fort et qui soit là pour voter les lois mais aussi pour en faire. Alors mercredi, toujours au Sénat, les sénateurs ont adopté à l'unanimité la loi anti-Amazon. Elle défend les librairies traditionnelles face aux géants de la vente sur Internet. Les libraires s'en félicitent. Les détails avec Nathalie Guillouard. Ici, dans cette librairie indépendante du 14e arrondissement de Paris, on dénonce la concurrence déloyale que génèrent des entreprises comme Amazon. Jusqu'ici, ces opérateurs en ligne cumulaient la gratuité des frais de port du livre avec la remise autorisée de 5%. Ça constitue un désavantage pour les librairies de proximité puisque implicitement, ça amène au fait que la vente sur Internet est qualifiée pour faire des remises déguisées sous forme de gratuité des frais de livraison au client final. Pour remédier à cette situation, une loi est prévue. Baptisée anti-Amazon, elle vise à favoriser les librairies en empêchant les opérateurs en ligne de vendre des ouvrages à des prix inférieurs à ceux imprimés sur les couvertures. Pour le syndicat de la librairie française, cette loi serait un bol d'air pour les librairies. C'est un pas extrêmement important. C'est une manière, en consolidant, en développant ce chiffre d'affaires que les libraires font sur Internet, de compenser l'érosion des ventes en magasin ou l'érosion des ventes aux bibliothèques et aux écoles. Pour cette sénatrice, cette loi était donc indispensable pour contrer ces opérateurs en ligne qui profitaient de ces avantages. Ils l'utilisent à outrance et en l'utilisant à outrance, ils affaiblissent les libraires qui ont des charges de personnel qui sont 17 fois plus élevées que les charges de personnel de ces plateformes en ligne et qui rendent un service qui est complètement inestimable. Ce texte, voté mercredi soir à l'unanimité par les sénateurs, doit désormais repartir à l'Assemblée pour une seconde lecture avant son adoption définitive.
Alors, est-ce que cette loi va mettre fin au dumping du géant Amazon, du géant Non, américain? elle ne mettra pas fin, mais c'est un très bon signal parce que une librairie qui ferme, une librairie qui meurt, c'est une part de nous-mêmes qui s'en va. Et moi, je note que ce débat a été extrêmement utile. Ma collègue Aurélie Filippetti a tout de suite débloqué des fonds pour soutenir les libraires. On en a besoin. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai besoin. Oui, en tout cas, Amazon aussi, Mais quand même, est dans l'œil du cyclone du gouvernement. Amazon, c'est un géant américain. Il fait partie de ce que je qualifie le Ghana, Google, Apple, Netflix et Amazon. C'est un des enjeux du reste du débat avec les États-Unis, Europe. Il appliquera la loi. Et puis, ce qu'il faut aussi, c'est que tout ce petit monde-là, quand ils sont implantés en France, paye la fiscalité qu'ils doivent. Alors Nicole Bricq, justement, ce jeudi, vous êtes sur tous les fronts. Et en attendant les chiffres du commerce extérieur, eh bien vous étiez au Sénat pour une discussion sur le projet d'accord de libre-échange entre la France et les États-Unis. On en parlait justement avec le cas Amazon. Alors, sujet qui pourrait peut-être paraître abstrait pour tout le monde, mais pourtant qui concerne toutes nos entreprises. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui concrètement? Qu'est-ce que ça pourrait apporter à nos entreprises? Où sont les discussions avec les États-Unis? Les États-Unis sont bien repartis dans la crise. Sont 3% quand même de croissance, c'est assez remarquable, et en même temps sont une terre d'innovation. Et donc nous avons intérêt à aller avec nos entreprises vers ces terres d'innovation. C'est pour ça qu'on négocie aussi au niveau de l'Union européenne, car c'est une politique commune, au même titre que la politique agricole, elle est européenne, la politique commerciale avec les pays tiers. Donc on est en négociation avec le Japon, qui est aussi une terre d'innovation et par ailleurs un très bon investisseur en France. Et on a négocié avec la Corée aussi, on a un accord qui s'applique et on arrive à la fin de course pour un accord avec le Canada, qui est aussi une terre d'innovation. Donc on y a un intérêt objectif à partir du moment où on est traité comme des partenaires. Parce que l'Union européenne, c'est la première puissance commerciale du monde. Et si tout le monde veut faire un accord de libre-échange avec l'Union européenne, c'est qu'il considère qu'on est attractif. Donc, il faut que nos entreprises puissent aller vers ces marchés plus facilement et que l'accès au marché soit plus facile. Et les États-Unis, contrairement à la réputation de libre-échangistes, sont très protectionnistes. Donc, tout l'enjeu est là d'ouvrir les marchés américains. Ça aura sûrement un impact aussi sur les chiffres, Marie. Oui, vous les avez révélés cette semaine, les chiffres du déficit extérieur, 60 milliards d'euros. Cela va un peu mieux, mais cela reste tout de même le plus important déficit d'Europe. Alors votre objectif, c'était d'arriver à l'équilibre à la fin du quinquennat. Est-ce que ça vous paraît encore faisable? Oui, et l'objectif auquel je m'étais engagée et qui était celui du gouvernement, c'est de revenir à l'équilibre de la balance commerciale hors énergie. Ça, c'est très important. Donc, nous sommes déjà arrivés dans cet objectif affirmé à ce que nous soyons à peu près à 10 milliards de déficit si j'enlève l'énergie. Mais le plus dur reste à faire. C'est-à-dire vraiment diminuer globalement notre déficit qui est quand même effrayant. Donc on sait qu'on a des causes structurelles, pas assez d'entreprises exportatrices, pas assez d'innovation, même si on est une terre d'innovation. Voilà, et donc il faut qu'on accélère. Et c'est le sens aussi du pacte de responsabilité, c'est l'accélération. Parce que 2014, eh bien, c'est normalement une année de reprise en Europe. Je dis que c'est une priorité pour moi l'Europe, parce qu'on y perd des parts de marché, qui nous coûtent cher, à haute valeur ajoutée. Donc il faut profiter de cette reprise et être en phase, non seulement mondialement, mais aussi dans nos marchés de proximité européens. Et quand on regarde les chiffres du mois de novembre qui ne sont pas bons, c'est vrai qu'on voit que, par exemple, l'automobile se comporte un peu mieux, même si elle est déficitaire, elle se comporte un peu mieux parce que nos voisins immédiats, qui n'achetaient plus du tout d'automobile,
reprennent un petit peu du poil de la bête et peuvent acheter des automobiles En françaises. 2014, les ministres accélèrent. Exactement. Alors Nicole Bricq, vous êtes ministre, c'est un poste convoité et qui fait rêver. Comment les anciens ministres ont-ils vécu leurs années au gouvernement? C'est le plus de l'hebdo. On m'en a parlé. Ministre ou rien, c'est le titre d'un documentaire diffusé la semaine prochaine. Jean-Michel Dzian est allé à la rencontre d'anciens ministres. De gauche à droite, tous racontent leur quotidien, les joies, les désillusions. Une désacralisation orchestrée par les anciens ministres eux-mêmes. Simon Barbary. Il ne faut quand même pas oublier que ministre a quelque chose à voir avec minus. On est tourné vers les petites choses. C'est un boulot de chien. On est renvoyé du jour au lendemain comme une bonne qui a volé l'argenterie. Un ministre fait 2-3 choses et le reste, walou. À gauche, à droite, au centre, ils ont tous participé à l'histoire de la Ve République. Plus d'une vingtaine d'hommes et de femmes actuels ou anciens ministres sont dans ce documentaire Ministre ou rien de Jean-Michel Dzian. Construit en entretien croisé, c'est un sentiment d'impuissance qui prédomine chez les intervenants une fois passé la joie d'une nomination. Pour moi, l'État, c'était quelque chose qui fonctionnait bien, qui était un outil bien préparé pour les missions qui étaient les siennes. Et arrivant au ministère du Logement, je découvre qu'on ne sait pas vraiment combien il y a de demandes de logement en France, où elles sont. Je découvre un État qui est assez impuissant à agir. Le pouvoir, c'est bien ça dont il est question dans ce documentaire, à l'aide d'images d'archives, de souvenirs, de confidences personnelles. Tous l'affirment, le pouvoir est à l'Élysée. Alors pourquoi certains s'obstinent à vouloir à tout prix retourner au gouvernement? La frustration, un moteur de l'ambition. Pour beaucoup de gens, c'est très rare que ça se termine bien, ou sans amertume, ou sans... C'est très rare dans le sentiment d'avoir accompli la tâche, ça s'arrête toujours trop tôt, dans des conditions controversées. Enfin, c'est aussi une source de frustration. C'est pour ça que beaucoup de gens qui sont dans le métier politique veulent revenir, vous voyez, corriger. Des ministres présentés ici comme des fusibles de la Ve République, une désacralisation en règle de la fonction ministérielle effectuée par les intéressés eux-mêmes. Leur humilité est peut-être la meilleure nouvelle pour nos institutions. La classe politique, il faut bien de temps en temps qu'elle ait peur. Et donc les remaniements ministériels, même s'ils ne servaient qu'à faire peur aux hommes politiques, ils seraient finalement utiles. Alors, qu'est-ce que vous inspirent ces mots? Ministre, minus, boulot de chien, sentiment d'impuissance? Je pense que quand on est appelé à cette fonction, c'est un honneur d'abord, parce que vous représentez la France, surtout quand vous êtes appelé à franchir les frontières de l'Hexagone. Moi, je sais que lorsque je suis allée pour la première fois à un Conseil européen, où je dois dire que mes prédécesseurs n'étaient pas très actifs, le silence qui a suivi ma première déclaration a été un motif vraiment de me rendre compte que la voix de la France ça comptait. Et donc, ça a été vraiment un motif de satisfaction, si vous voulez tout savoir. Mais surtout, c'est un service. On est là en service. Et puis, vous savez, je ne suis pas d'accord avec l'idée que c'est tout ou rien. Non, que c'est un métier de chien. C'est astreignant, mais il y en a plein de métiers qui sont astreignants. Hein. Franchement, hein, celui qui va tous les matins prendre son RER, qui se lève à 5h30, le RER n'arrive pas tout le temps, bah, celui-là, il a plus de mérite que nous. Mais je crois que ça ne peut pas être tout ou rien. Il y a plein de gens qui font plein de choses. Du reste, ceux qui ont témoigné, ils font plein de choses après. Et puis, vous savez, il y a une bonne méthode. Il y a une bonne méthode. Il faut acheter son pain tous les jours ou pour 2 jours, parce que maintenant, on le garde bien. Et puis, il faut faire ses courses. Il faut savoir prendre le RER ou le métro. Et comme ça, je peux vous dire que vous continuez à être dans la vie. Il ne faut pas s'isoler. Merci beaucoup, Nicole Bricq, d'avoir participé à notre émission. Marion, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous, à très bientôt sur les chaînes parlementaires.